Et si l'ennemi portait désormais votre visage? Imaginez un matin gris, dans un secteur à peine pacifié, où la routine d'une patrouille militaire bascule soudain dans l'inattendu. Ce jour-là, sous un ciel menaçant, des soldats fouillent les ruines d'une ancienne zone industrielle, jonchée de gravats comme autant de cicatrices d'un passé récent et douloureux. Ils avancent prudemment, les sens en alerte, car chaque pas dans ce no man's land peut révéler un piège mortel. Au détour d'un hangar éventré, leur attention est attirée par une structure massive, un bunker soviétique enterré sous des tonnes de béton et de ferraille. D'apparence banale, il ressemble à tant d'autres vestiges de la guerre froide que l'on croise dans ces régions meurtries par l'histoire. Pourtant, un détail intrigue. La perfection étrange dans l'alignement des plaques, la netteté anormale de certains joints, la présence de graisse fraîche sur les gonds. Le bunker n'est pas aussi abandonné qu'il n'y paraît. Ce constat rappelle aux soldats de terribles souvenirs de conflits passés, comme ceux de la Seconde Guerre mondiale, où l'ennemi utilisait déjà des ruses similaires. À l'époque, de fausses unités allemandes, vêtues de l'uniforme allié, semaient la confusion derrière les lignes. On pense notamment au commando d'Otto Skorzeny lors de la bataille des Ardennes, qui parlait anglais et utilisait des véhicules capturés pour dérouter les défenses américaines. Mais ce que les soldats découvrent ici dépasse de loin ces exemples historiques. Après une fouille minutieuse, des démineurs experts interviennent. Centimètre par centimètre, ils inspectent le sol, les murs, les plafonds, à la recherche de pièges perfectionnés et de systèmes de défense camouflés. Leur vigilance est extrême, car dans d'autres conflits récents, comme en Afghanistan ou en Syrie, des bunkers truffés d'explosifs ont coûté la vie à des équipes entières. Des heures s'écoulent avant que la porte blindée ne cède, révélant un tunnel obscur aux parois renforcées. Dès les premiers pas, tout indique une activité humaine récente. Câblages électriques modernes, numérotation fraîche, reliquats de matériel sophistiqué, odeur d'huile et de carburant. Au cœur du complexe souterrain, la patrouille tombe sur une scène d'une précision glaçante. Là, chaque uniforme, chaque casque, chaque ration, chaque véhicule, chaque plaque d'identification, tout jusqu'aux photos de famille et à la moindre rayure sur les bottes, est une reproduction parfaite de l'équipement de l'armée nationale. C'est une illusion totale, un miroir déformant de leur propre identité militaire. Le détail va jusqu'à l'obsession. Les motifs de camouflage reproduisent fidèlement les dernières versions réglementaires, les numéros de série sont gravés aux bons endroits, les autocollants d'inspection falsifiés imitent les vrais jusqu'à la moindre trace d'usure. Même l'odeur du carburant, caractéristique de tel ou tel bataillon, a été synthétisée pour tromper l'odorat aguerri des vétérans. Dans un atelier attenant, les soldats découvrent des machines-outils et des établis sur lesquels reposent des uniformes en cours de fabrication, des insignes cousus à la main, des plaques d'identité gravées. Les rations de combat, conditionnées dans des emballages indiscernables des authentiques, contiennent même des notices médicales et des accessoires copiés à la perfection. Le plus inquiétant reste la découverte d'archives méticuleusement rangées. Plans d'opération, codes radio, cartes annotées, listes de mots de passe, tout semble avoir été collecté par des espions opérant depuis des années. Certains documents révèlent des failles de la défense, des itinéraires de patrouille, des roulements de relève. La découverte rappelle la célèbre opération britannique Fortitude pendant la Seconde Guerre mondiale, où de faux chars et avions gonflables avaient été utilisés pour tromper les Allemands sur l'emplacement du débarquement. Mais ici, l'illusion n'est pas faite pour tromper l'œil de loin. Elle est conçue pour s'infiltrer au plus près, jusqu'à convaincre le soldat le plus vigilant. Des traces d'activité récente abondent, moteurs encore tièdes, vivres fraîches, empreintes nettes dans la poussière, outils spécialisés restés branchés. Tout indique que ce bunker n'est pas une relique, mais le centre nerveux d'une opération en cours. Dans le passé, l'armée a déjà été confrontée à des tentatives d'infiltration, comme lors de la guerre du Vietnam, où des soldats ennemis se déguisaient en civils pour passer les contrôles. Mais jamais une imitation n'a atteint un tel degré de perfection et d'ampleur. La conséquence est vertigineuse. Si l'ennemi lance une attaque sous ses faux uniformes, rien ne distinguera les vrais soldats des imposteurs. La confusion serait totale.
Imaginez une colonne de blindés factices franchissant un checkpoint, accueillis comme des alliés, avant de massacrer ceux qui leur ouvrent la porte. Ou bien des équipes de sabotage pénétrant dans des centres stratégiques grâce à un badge, un code radio ou simplement un sourire familier. L'équilibre du pays, la vie des soldats, la confiance entre alliés sont désormais menacés. Une seule erreur, et la confusion peut coûter des vies, entraîner une crise internationale, voire faire chanceler la stabilité politique. Ce scénario évoque des épisodes tragiques de l'histoire récente, comme l'incident du Friendly Fire durant la guerre du Golfe, où des unités alliées se sont tirées dessus par méprise. Mais ici, la supercherie n'est pas accidentelle. Elle est orchestrée pour détruire la confiance de l'intérieur. Les analystes militaires, plongés dans l'étude des archives saisies, dressent un constat glaçant. Avec un arsenal de faux uniformes et de véhicules copiés jusqu'au moindre rivet, l'ennemi aurait pu lancer des attaques meurtrières contre ses propres positions, semant la panique et le doute à tous les niveaux de la hiérarchie. Les premiers rapports font état de refus d'obtempérer lors de contrôles internes, d'incidents tragiques entre unités amies, de suspicions rampantes. L'uniforme, symbole de sécurité, devient source d'angoisse. Dans les chancelleries et états-majors, la crainte d'une crise politique majeure grandit. Si une attaque était attribuée à tort à ses propres forces, c'est la crédibilité de toute l'armée qui s'effondrerait. Face à cette menace, tous les protocoles d'identification sont remis en question. Mots de passe, signes de reconnaissance, codes, tout doit être réinventé. La sécurité des communications, déjà sophistiquée, devient soudain obsolète. Chaque procédure doit être revue, chaque fréquence changée, chaque vérification croisée, au prix d'une lourdeur mortelle sur le terrain. La guerre hybride franchit ici un seuil inédit. L'ennemi infiltre non seulement les réseaux, mais aussi les réflexes, la perception même du réel. Espionnage, sabotage, manipulation psychologique. Tout se confond. Soudain, des incidents inexpliqués, des patrouilles disparues, des alertes jugées fausses prennent un sens nouveau. Pour les soldats, c'est un choc sans équivalent. Le doute s'insinue, la peur n'est plus celle de l'ennemi d'en face, mais de celui qui te ressemble à s'y méprendre. Les chefs redoutent la désorganisation totale. Perdre la foi dans l'uniforme, c'est risquer la panique, les tirs fratricides, la défaite avant même d'avoir combattu. Ce drame psychologique rappelle la paranoïa qui régnait lors des grandes purges staliniennes, où la moindre suspicion suffisait à briser la cohésion d'un groupe. Mais ici, la peur est instrumentalisée par l'ennemi, transformée en arme. C'est la guerre pour la confiance, la cohésion, l'intégrité même de l'identité militaire. Le moindre faux pas, la plus petite erreur d'identification, peut précipiter le chaos. Mais alors, comment réagir face à une menace aussi insidieuse? Pour répondre à cette question, revenons sur les premières heures de la découverte. Dès la révélation du bunker, le commandement ordonne la mise en place de procédures exceptionnelles. La réaction est immédiate. Toutes les unités reçoivent l'ordre de renforcer les contrôles d'identité, de multiplier les vérifications croisées, d'alterner fréquemment les codes et mots de passe. La technologie se met au service de la sécurité. Des systèmes biométriques portatifs sont déployés, capables d'authentifier un soldat par son empreinte digitale, sa voix, ou même la façon dont il tape un code. Des drones de surveillance sont envoyés pour surveiller les mouvements suspects entre les unités. Mais la machine ne suffit pas. Les formations sont revues. Chaque soldat apprend à repérer les signes subtils d'une imposture. On met en place des exercices réguliers de simulation d'infiltration pour que la vigilance devienne un réflexe. Le doute méthodique s'installe comme une nouvelle discipline, à l'image de ce que l'on a vu dans les unités d'élite israéliennes, réputées pour leur capacité à détecter l'intrus par l'observation du comportement. La routine devient la pire ennemie. Dès que la confiance s'installe, l'adversaire s'y engouffre. Chacun, du simple soldat au plus haut gradé, doit pratiquer le doute méthodique. La culture de vigilance partagée remplace l'insouciance d'autrefois. L'ennemi, lui, ne se contente pas d'imiter les forces. Il reproduit aussi les faiblesses, les habitudes, les gestes quotidiens. L'histoire militaire regorge d'exemples où la négligence a coûté cher. Lors de la prise de Singapour en 1942, les Japonais ont exploité la routine britannique pour s'infiltrer par des voies inattendues.
Pour éviter que l'histoire ne se répète, l'armée instaure une alternance régulière des routines, des codes, des itinéraires de patrouille. On change les équipes, on brouille les repères, on impose l'imprévu comme mode de fonctionnement. La flexibilité devient la règle. Mais la vigilance ne doit pas virer à la paranoïa. Il faut apprendre à douter sans sombrer dans la méfiance destructrice. Des cellules psychologiques sont mises en place pour accompagner les soldats, les aider à surmonter la peur de l'ennemi miroir. Des séances de discussion, d'analyse collective des incidents suspects, favorisent la cohésion et la résilience. Dans certains cas, la coopération avec les alliés étrangers devient essentielle. On partage les renseignements, on croise les bases de données biométriques, on échange sur les méthodes de détection d'usurpation d'identité. L'OTAN, par exemple, a développé des protocoles communs pour l'authentification rapide des troupes lors des grandes manœuvres multinationales. Sur le terrain, chaque unité met en place ses propres astuces. Un geste secret convenu, une phrase codée, un détail vestimentaire invisible à l'œil nu, mais connu de tous, comme la position d'une montre ou la couleur d'un lacet. Ces petits détails peuvent sauver des vies en cas d'infiltration. La détection de l'imposture passe aussi par l'analyse comportementale. Un soldat qui ne connaît pas le nom du chien du commandant ou qui confond la tradition locale du mess peut être rapidement identifié comme suspect. Dans la série d'incidents récents, plusieurs imposteurs ont été démasqués grâce à des questions anodines mais impossibles à prévoir pour un faussaire. La technologie continue d'évoluer. Des systèmes de reconnaissance vocale, de signature thermique, de rythme cardiaque sont testés. Certains véhicules blindés intègrent désormais des capteurs capables de détecter si le conducteur correspond bien au profil enregistré dans la base de données. Mais la sophistication de l'ennemi croît elle aussi. Des rapports font état de tentatives de clonage vocal, d'utilisation de masques en silicone, de manipulation de l'ADN. La frontière entre réalité et illusion devient chaque jour plus floue. Face à cette escalade, le commandement prône l'innovation permanente. Des cellules de recherche sont créées pour imaginer sans cesse de nouveaux moyens de déjouer la supercherie. On encourage les retours d'expérience du terrain, l'analyse des failles détectées, la mutualisation des bonnes pratiques. Au-delà du champ de bataille, la question de la confiance devient centrale dans la société tout entière. Si l'ennemi parvient à semer la discorde jusque dans les foyers, à faire douter les civils de leurs propres institutions, la victoire militaire ne suffira plus à protéger le pays. Des campagnes de sensibilisation sont lancées dans les médias pour alerter sur les dangers de la désinformation, rappeler l'importance de la vérification des sources, inciter chacun à ne jamais relayer une rumeur sans fondement. L'exemple de l'attaque informatique contre l'Ukraine en 2017, où de fausses informations sur les mouvements de troupes ont semé la panique, est cité comme avertissement. Dans les écoles militaires, de nouveaux modules d'enseignement sont introduits sur la cyberguerre, la manipulation des perceptions, la psychologie de la méfiance. Les futurs officiers apprennent qu'une guerre se gagne autant par la maîtrise de l'information que par la force des armes. Finalement, la résistance à ce nouveau type de guerre passe par la lucidité et la cohésion. La lucidité, c'est le courage de remettre en cause ce qui paraît évident, d'interroger l'apparence, de traquer l'incohérence même au sein de ses propres rangs. La cohésion, c'est la capacité à rester soudé malgré l'incertitude, à cultiver la confiance réfléchie, à refuser que la suspicion devienne une arme retournée contre soi-même. Le complexe souterrain, plus qu'un arsenal, révèle une révolution dans l'art de la guerre. L'ennemi ne cherche plus seulement à vaincre sur le terrain, il vise à détruire la confiance, à briser le lien invisible qui unit chaque soldat à son camarade. Il veut faire de l'illusion une arme de destruction massive. Mais cette menace peut aussi devenir une opportunité. En forçant l'armée à se réinventer, elle pousse à l'innovation, à l'adaptation, à la vigilance partagée. La peur aiguise les sens, stimule la créativité, incite à transformer chaque faiblesse en force. Si l'histoire nous a appris une chose, c'est que l'adaptation est la clé de la survie. Face à une menace qui porte notre visage, seule la capacité à remettre en cause l'évidence, à apprendre de ses erreurs, à s'unir dans l'épreuve, permettra de triompher. Aujourd'hui, le plus grand danger n'est plus un missile invisible, mais une confiance aveugle.
La vigilance devient la nouvelle arme décisive. Cultivons le doute réfléchi, renforçons la solidarité, partageons nos expériences. C'est dans cette vigilance collective, nourrie par l'histoire et par l'innovation, que réside désormais la meilleure défense. Le rideau tombe sur les profondeurs du bunker, mais la leçon demeure. Dans la guerre moderne, l'ennemi n'est plus seulement celui qui se trouve de l'autre côté du front. C'est parfois celui qui partage nos codes, nos gestes, notre apparence. Seule la lucidité, alliée à la cohésion, peut préserver ce qui fait la force d'une nation. Reste la question obsédante. Qui a orchestré une opération d'une telle ampleur et jusqu'où l'infiltration s'étend-elle déjà? Peut-être ne le saurons-nous jamais totalement. Mais chaque jour, chaque mission, chaque geste de vigilance construit la réponse. Car la guerre de l'illusion ne se gagne pas seulement par la force. Elle se gagne, surtout, par la clarté de l'esprit et l'unité du cœur. Et si demain, l'ennemi portait votre visage, seriez-vous prêt à distinguer le vrai du faux, à rester fidèle à vos valeurs, même dans le brouillard du mensonge? C'est désormais là que se joue le destin d'une armée, d'un pays, d'une époque. Dans cette guerre sans visage, la confiance réfléchie et la lucidité collective sont notre ultime rempart. Restons soudés, restons vigilants. Ainsi, nul ennemi, même masqué, ne pourra jamais vaincre ce qui nous unit.